Connaissez-vous les cyanobactéries? Ça ressemble un peu à un gros mot, mais c'est en fait une petite bactérie qui a fait couler beaucoup d'encre au début des années 2000 dans les gorges du Tarn, notamment en causant les décès de chiens. Et c'est aussi une bactérie qui a fait l'objet d'une étude qui a été menée par Jean-François Imbert, si vous pouvez nous rejoindre, s'il vous plaît, de l'Université de la Sorbonne, et qui va venir nous parler de cette étude. Pardon. Et qui est accompagnée, bien sûr, de Catherine Quiblier du Muséum national d'histoire naturelle. Voilà, donc c'est une chance de les avoir parmi nous et qu'ils puissent venir vous expliquer le phénomène des cyanobactéries et ses enjeux. Voilà, merci à vous. Merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai la lourde tâche de succéder à un superbe film et d'essayer de vous tenir éveillés après le bon buffet que nous avons eu. Et donc, effectivement, comme cela a été dit, on va vous parler des cyanobactéries benthiques, qui sont, comme leur nom l'indique, des bactéries. Hein, donc, ce ne sont pas des algues, ce sont des bactéries, même si elles ont beaucoup de ressemblances avec les algues. Alors, l'histoire, elle a débuté au début des années 2000, en fait. Et cette histoire, elle a débuté parallèlement dans le Tarn et dans la Loue. Et en fait, au début des années 2000, soudainement, un certain nombre de chiens sont morts au bord des rivières et ces mortalités ont été attribuées aux cyanobactéries. Alors dans la Loue, c'était un chien très important puisque c'était celui de la ministre de l'Environnement de l'époque qui s'appelait Dominique Voynet et qui avait tenu absolument à ce qu'on connaisse la cause de la mort de ce chien. Et c'est ça qui avait suscité donc ces travaux. Et donc, sur ces deux territoires, il y a pas mal d'études qui ont été menées, qui ont donné lieu à des publications scientifiques, hein, on ne va pas aller dans le détail, mais notamment celle de la Loue décrivait bien l'origine de la mortalité du chien, puisqu'on avait retrouvé dans l'estomac des chiens des cyanobactéries, on avait retrouvé les toxines que ces cyanobactéries sont capables de produire, et on avait retrouvé aussi ces toxines dans les muscles, sachant que ce sont des neurotoxines et qu'elles provoquent des arrêts respiratoires, et c'est comme ça que les chiens décèdent. Et donc, suite à ces deux événements, au début des années 2000, l'ONEMA, à l'époque, et puis les deux agences de l'eau concernées, c'est-à-dire Rhône-Méditerranée-Corse pour la Loue, et puis Adour-Garonne pour le Tarn, avaient financé un programme, notamment Jean-Pierre Rebillard, qui était notre interlocuteur, et un programme donc, qui s'appelait Sibérie et qui était destiné à essayer de comprendre un peu quelle était l'origine de ces proliférations de cyanobactéries dans ces deux rivières. Et donc vous voyez ces biofilms à cyanobactéries qu'on voit là. Et donc à l'époque, on avait fait une restitution. Il y a un certain nombre de personnes ici qui étaient présents à cette restitution. Et on avait donné les résultats de ces travaux. Et notamment, on avait travaillé avec les communes pour mettre en place de l'information et pour mettre en place des plans de surveillance et des plans de gestion de ces proliférations de cyanobactéries. Alors depuis, il s'est passé une vingtaine d'années, j'allais dire une dizaine d'années, enfin depuis le programme une dizaine d'années, mais depuis le début des proliférations de cyanobactéries une vingtaine d'années. Et en fait, c'est un phénomène qui est en train de s'étendre à l'ensemble du territoire français. Hein. Donc il n'y a pas que le Tarn qui est concerné, il y a absolument toute la France. Et donc chaque année, on a droit à un florilège d'articles dans les journaux locaux. Alors vous voyez, le Pont de C, c'est sur la Loire dans le Cher, dans la rivière Ain, en Ardèche en 2017. Donc à chaque fois avec des mortalités de chiens qui sont associées à ces développements. Et puis ça a continué en 2019, 2018, enfin, à peu près toutes les années, on a des chiens. Et on s'aperçoit que ça couvre l'ensemble du territoire français, puisqu'on va des Pyrénées-Orientales jusqu'à la Loire, en passant par l'Ardèche, en passant par l'Ain, en passant par l'Hérault, le Cher, la Vienne, enfin même le centre-ouest de la France. Et puis ce phénomène, il ne se limite pas qu'à notre territoire national, puisqu'on a à peu près les mêmes articles chaque année aussi, en Nouvelle-Zélande. On les a en Espagne, on les a en Californie, je reviendrai tout à l'heure sur la Californie, on les a en Écosse, et puis récemment on les a eu aussi en Suisse.
Et là, c'était le lac de Neuchâtel, mais en fait, c'était des chiens qui étaient morts sur une plage au bord du lac de Neuchâtel. Mais c'était bien des cyanobactéries de rivière. En fait, les biofilms avaient dérivé jusqu'à la plage, et c'est ces biofilms-là qui avaient tué les chiens. Et donc, vous voyez que dans tous ces cas, en fait, les mortalités sont toujours associées aux chiens. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et pour le moment, on n'a pas de cas d'intoxication humaine documentés. On a juste une suspicion qui date de l'année dernière. Et donc ça, c'est une histoire qui a été relatée dans pas mal de journaux français. C'est toute une famille en Californie qui est morte. Alors il y avait le mère, la mère, le père, le bébé et le chien. Et en fait, c'est des gens qui s'étaient lancés dans une randonnée dans un canyon au bord d'une rivière, qui ont visiblement souffert beaucoup de la chaleur, qui ont appelé les secours, qui ont appelé à l'aide les secours pour venir les aider à revenir, et qui ont consommé de l'eau de la rivière parce qu'ils souffraient de déshydratation. Et il se trouve que quand les secours sont arrivés, ils ont retrouvé cette famille et le chien morts au bord de la rivière, sans que cela puisse être lié à une agression ou à d'autres signes. Et donc, ils ont recherché les cyanobactéries dans la rivière, il y en avait. Ils ont recherché les toxines dans la rivière, il y en avait. Et ce que l'on attend maintenant, c'est les résultats des autopsies qui n'ont pas encore été communiqués. Mais il y a quand même une suspicion assez forte. Donc, vous voyez qu'à ce jour, c'est le seul cas vraiment documenté et qui reste quand même à prouver. Alors donc, dans tous ces événements, donc les responsables, ce sont ces biofilms de cyanobactéries, que l'on peut prendre à la main. Hein. Et en microscopie électronique, vous voyez que ça se présente comme une espèce de chevelu, comme ça. Alors, je n'ai pas de pointeur. Ce qu'on voit ici, on voit aussi des diatomées, d'ailleurs, dans ce chevelu. Et puis en microscopie optique, ce sont des filaments, comme ça, très allongés, qui font plusieurs centaines de microns. Et donc, à l'intérieur de ce groupe des cyanobactéries benthiques, on distingue de nombreuses espèces. Alors, très honnêtement, elles se ressemblent toutes, hein. À part les spécialistes, quasiment personne n'est capable d'identifier au niveau de l'espèce ces cyanobactéries. Mais elles sont très nombreuses. Par exemple, récemment, on a mené un travail sur la Loire et le Cher, et par des approches de biologie moléculaire, on a pu montrer qu'il y avait plusieurs centaines, voire milliers d'espèces dans ces cyanobactéries benthiques qui cohabitaient dans les biofilms de la Loire et du Cher. Alors les cyanobactéries, vous en aviez peut-être déjà entendu parler, parce qu'elles ont des cousines qui vivent dans les lacs. Et donc il faut bien distinguer les cyanobactéries benthiques, celles dont on parle ici, des cyanobactéries planctoniques, qui posent de nombreux problèmes dans les lacs, qui causent la fermeture de plages en été, qui causent des problèmes de production d'eau potable. Et on a bien deux familles complètement différentes, c'est-à-dire que les espèces qui prolifèrent dans les lacs ne sont pas les mêmes que celles qui prolifèrent dans les rivières, et inversement. Alors dans les lacs, c'est remarquable parce que ça donne cette coloration verte à l'eau, et je suis sûr qu'il y a de nombreux lacs dans la région qui sont concernés par ce genre de phénomène. Alors dans les rivières maintenant, donc quand on avait travaillé sur le Tarn, on avait identifié qu'en général, les proliférations survenaient dans des zones dans les radiers, donc c'est-à-dire des zones avec un courant, et elles survenaient la plupart du temps, elles se développaient la plupart du temps sur des cailloux ou des petits blocs rocheux. Mais depuis qu'on a élargi nos champs d'investigation, on en trouve sur d'autres supports. Vous avez par exemple en haut à gauche là-bas, vous voyez ces films noirs là qu'on voit à la surface de plantes aquatiques. Ça, ce sont des biofilms de cyanobactéries qui se sont développés donc sur les plantes, à la surface des plantes. On en a sur des substrats tels que les graviers de la Loire ou même les sables de la Loire. Avant, on pensait que ça se développait que sur des cailloux, mais en fait, dans certaines circonstances, ça peut coloniser le sable aussi. Et puis, on en a sur les piliers en béton des ponts. Et puis, vous voyez, ça, c'est une photo que j'ai faite il y a un mois. Moi, je vais en vélo au travail, j'habite à Pantin, au nord de Paris. Quand je vais à la Sorbonne, je longe le canal de l'Ourcq. Vous avez la Cité des Sciences. Et à la Cité des Sciences, il y a un bâtiment où il y a un plan incliné qui est complètement vertical, métallique, où de l'eau coule dessus. Et vous voyez les très beaux biofilms noirs à cyanobactéries benthiques qui peuvent se développer. Donc vous voyez des capacités à coloniser vraiment des environnements extrêmement variés.
avec Catherine, on en a trouvé aussi dans les fontaines à Rome. Il y a des fontaines qui coulent tout le temps. Et là, on a des très beaux biofilms à cyanobactéries. Donc on les trouve à peu près partout. Alors ces biofilms, ils ont un cycle de développement qui est à peu près toujours le même. Au départ, ça commence toujours par des cailloux qui sont recouverts de bactéries qu'on ne voit pas. Mais ces bactéries forment une espèce de pellicule dans laquelle on trouve des sucres sur lesquels peuvent venir s'attacher les diatomées. Et tout à l'heure, tiens, on a un nouvel auditeur. Justement, il est concerné, c'est peut-être pour ça qu'il est là. Tu as raison de t'inquiéter. Donc, tout à l'heure, on nous a parlé des diatomées qui colonisaient les cailloux. Et effectivement, en général, les biofilms, ça commence toujours par des bactéries, pas des cyanobactéries, des bactéries autres, et par des diatomées. Et puis ensuite, si les conditions sont favorables, vous avez les cyanobactéries qui viennent s'installer, qui vont donner cette couleur noire au biofilm, et qui vont progressivement coloniser la surface du caillou. Et puis, les cyanobactéries, c'est un peu comme les hommes, en vieillissant, ça prend de l'épaisseur, et c'est ce qui se passe, vous voyez, avec des biofilms qui vont devenir de plus en plus épais. Et ces biofilms, en plus, ils sont chargés de bulles d'oxygène, parce que les cyanobactéries, c'est comme les plantes, ça fait de la photosynthèse, et cette photosynthèse, elle dégage de l'oxygène. Et les bulles restent piégées dans les biofilms, et vous imaginez, ça fait un effet de ballonnet, et progressivement, donc, ces biofilms, ils vont se décoller du caillou, sous l'effet de ces bulles d'oxygène, et de leur épaisseur, et ils vont se mettre à flotter, et ils vont dévaler. Et là, on arrive à la phase de détachement et d'évalement, et ces biofilms flottants qu'on appelle des flocs vont alors s'accumuler dans des zones de calme. Et donc c'est là que ça devient dangereux d'ailleurs pour les chiens, parce que vous imaginez que si un chien vient se désaltérer là, et qu'il ingère ce genre de biofilm, là il se trouve exposé aux toxines des cyanobactéries. Donc ça c'est un phénomène, donc le développement il est bien dans les zones de courant, par contre les flocs vont plutôt s'accumuler dans les zones calmes, en bas des radiers par exemple. Et donc ça, c'est un phénomène qui va durer en général quelques semaines. Hein. Ce n'est pas des développements qui se font à une vitesse vertigineuse. C'est des développements qui prennent leur temps pour s'installer. Alors, on a cherché à savoir quelles étaient les conditions qui étaient favorables au développement de ces biofilms. Et dans un premier temps, on s'était intéressé aux nutriments. En effet, on avait travaillé sur les cyanobactéries planctoniques avant de s'intéresser à ces espèces benthiques. Et chez les cyanoplanctoniques, on sait que le paramètre le plus important, c'est la quantité de phosphore disponible. Si vous mettez du phosphore dans un plan d'eau, vous allez stimuler de la croissance, et en général, cette croissance, elle va être dominée par des cyanobactéries. Eh bien, dans les rivières, ce n'est pas du tout la même chose. On n'arrive pas à avoir de lien direct entre le développement de ces biofilms à cyanobactéries et les quantités de phosphore ou d'azote qui sont présents dans la rivière. Alors, comment alors ces biofilms peuvent se développer dans des rivières qui sont peu riches en phosphore et en azote? Et par exemple, en Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est extrêmement touché par ces proliférations de cyanobactéries. Les concentrations en phosphore sont 10 à 100 fois moins élevées qu'en France. Et pourtant, ils ont ces phénomènes-là. Alors, comment on explique qu'elles arrivent à se développer? Eh bien, parce que déjà, on est dans une rivière. Donc, quand on est accroché quelque part, c'est un peu comme si on avait un goutte à goutte de nutriments, même à faible concentration, mais qui passe en permanence au-dessus de la tête. Et donc, le peu de nutriments peut servir quand même à faire de la croissance. Et puis récemment, on a une collègue néo-zélandaise qui a travaillé sur un autre phénomène qui s'est intéressé à ce qui se passe dans les biofilms. Et en fait, ces biofilms, qui sont des chevelures très denses, piègent des sédiments, et piègent notamment des particules sédimentaires dans lesquelles il peut y avoir du phosphore qui est chélaté, soit de l'argile, soit des oxydes de fer, soit des trucs comme ça. Et ces biofilms à cyanobactéries, ils ont un gradient d'oxygène dedans. Près du caillou, en fait, on n'a quasiment plus d'oxygène parce que cet oxygène est consommé par les bactéries qui sont associées aux cyanobactéries. Et en fait, ces sédiments relarguent du phosphore et nourrissent comme ça les cyanobactéries. Et donc, ça, c'est quelque chose d'assez récent. On pense que ce piégeage de sédiments permet une récupération de phosphore par les cyanobactéries qui sont sur ces cailloux. Et donc, peut-être que ça participe aussi à ce développement.
Alors ensuite, quand on s'intéresse vraiment aux conditions du milieu qui permettent le développement, eh bien en fait, il y a 3 paramètres qui nous paraissent assez essentiels. Le premier, c'est la température de l'eau. Alors vous voyez que là, on a regardé la température de l'eau, la vitesse du courant et la profondeur, et puis l'échelle verticale, c'est la couverture en cyanobactéries, c'est-à-dire le pourcentage de surface sur la zone étudiée qui est couverte par des biofilms à cyanobactéries. Donc ça va de 0 à 80%, même à 100% de surface couverte. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a quand même une petite relation avec la température, à savoir que plus on chauffe et plus les couvertures sont importantes, mais ça marche quand même à 16 degrés, hein, mais on voit qu'à 20-22 degrés, on arrive à avoir des couvertures plus importantes. Et ça s'explique par le fait que les cyanos, comme toutes les bactéries, ont des taux de croissance, donc des taux de division qui sont plus importants quand il fait chaud. C'est une caractéristique des bactéries, hein, ça aime la chaleur et ça fonctionne mieux quand il fait chaud. Le deuxième paramètre important, c'est la vitesse du courant. Alors là, on a l'impression qu'il n'y a pas de relation, mais si vous regardez bien, vous avez quand même une zone ici où vous avez des couvertures plus importantes qu'ici et qu'ici. Et ça, c'est une caractéristique mondiale, je dirais, parce qu'à peu près toutes les équipes qui travaillent sur les cyanobactéries voient qu'en général, les plus gros biofilms et les plus grandes couvertures sont obtenus dans des zones entre 0,2 et 0,8 mètres par seconde de courant. Ça, c'est partagé à peu près partout. Ce qui se passe d'ailleurs souvent, c'est que quand vous êtes au-delà de 0,8, vous allez plutôt trouver des biofilms à diatomée, et quand vous êtes en dessous de 0,2, 0,1, vous allez trouver plutôt des biofilms à chlorophyllés. Donc vous voyez que chaque grande catégorie d'organismes qui colonisent les cailloux a ses préférences en termes de courant. Les chlorophyllés à faible courant, les cyanobactéries à courant intermédiaire et les diatomées à courant fort. Alors vous imaginez d'ailleurs que dans une rivière au cours de l'été, quand les vitesses de courant vont changer, les zones favorables aux cyanobactéries vont changer et les zones favorables aux chloro et aux diatomées vont changer aussi. Et quelquefois, vous vous retrouvez avec des empilements. C'est-à-dire que sur le Tarn, hein, on avait observé des biofilms à cyanobactéries. On était revenu 15 jours après, on ne les voyait plus, c'était couvert de chlorophyllés. Et quand on regardait sous les chlorophyllés, il y avait encore les cyanobactéries. Mais simplement, le niveau avait diminué. Donc les vitesses de courant au bord avaient diminué, du coup, les cyanos s'étaient retrouvés recouvertes des chlorophyllés. Donc ça explique aussi la difficulté à les suivre, parce que d'une année à l'autre ou au cours de la saison, les zones de développement peuvent évoluer dans la rivière. Et puis le dernier paramètre, c'est la profondeur de l'eau. Alors en général, plus la profondeur de l'eau est élevée, et plus la couverture est importante. Et en fait, moins elle est élevée, donc et moins elle est importante, mais plus les biofilms sont épais. Ce qui se passe, c'est que plus vous augmentez la profondeur de l'eau, moins il y a de lumière qui arrive au fond de l'eau, et donc plus les cyanobactéries vont s'étaler pour capter le peu de lumière qui vient. Par contre, quand vous êtes en faible profondeur, où là il y a beaucoup de lumière, elles peuvent faire de l'épaisseur, il y a assez de lumière pour éclairer tout le monde. Donc c'est un compromis comme ça. Donc voilà ce que j'ai expliqué ici. Donc ça, c'est des paramètres qui sont à peu près partout observés. Et quand on regarde sur le terrain, on en arrive à des choses comme ça. Donc là, c'était une étude qui avait été faite en 2012, où on avait travaillé à la fois sur la Loue et le Tarn. Et vous voyez, on a la proportion de cyanobactéries, de diatomées et de chlorophyllés. Donc on a les 3 grandes catégories. Et vous voyez donc, on avait 2 stations d'échantillonnage sur la Loue, en juillet, en août et en septembre. Et on en avait 2 sur le Tarn, en juin, juillet, août, septembre. Et ce que vous voyez, c'est que sur la Loue, on a plutôt des biofilms à diatomée. Et les cyanobactéries, finalement, sont peu importantes, à part 2 dates, là, les dates du mois d'août. Alors que dans le Tarn, vous voyez que la dominance, elle est très nettement en faveur des cyanobactéries. Et quand vous regardez les débits des rivières, eh bien, vous voyez que le Tarn, on était sur des périodes avec des débits très faibles, hein, enfin avec des vitesses de courant très faibles. Et donc, on avait des conditions qui étaient favorables aux cyanobactéries parce qu'en plus, on n'avait pas de crue, donc pas de lavage des biofilms. Donc, elles ont eu le temps de se développer progressivement. Et vous voyez qu'effectivement, au cours de la saison, plus la saison avançait, et plus la proportion augmentait.
Par contre, si vous regardez la Loue, eh bien, les deux dates où il y avait le plus de cyanobactéries, c'est celles qui correspondent à la grosse flèche là, c'est-à-dire après une période d'étiage un petit peu prolongée. Et par contre, le reste du temps, comme vous avez des pics de débit et de courant qui sont liés aux précipitations, eh bien, vous lavez les cailloux et c'est les diatomées qui repartent avant que les cyanobactéries puissent s'installer. Donc, c'est clairement lié à ces étiages, à ces périodes d'étiage. Et donc, on peut supposer qu'effectivement, comme on nous l'a dit ce matin, dans un contexte général où les étiages vont se prolonger et vont arriver de plus en plus précocement, on ait ce genre de développement de cyanobactéries qui continue de s'amplifier à l'avenir. Jusqu'au moment où, comme on l'a regardé hier, quand le Tarn ne coule pratiquement plus, quand les vitesses de courant diminuent trop drastiquement, où elles disparaîtront au profit des chlorophycées, mais vous n'aurez plus une rivière, vous aurez une succession de bassins, quoi. Donc je ne sais pas ce qui est le mieux, quoi, ou ce qui est le pire plutôt. Donc voilà. Alors, ça c'est pour le développement des biofilms. Intéressons-nous maintenant au détachement des biofilms, qui est un phénomène important puisque c'est là où les flocs repartent dans les rivières, vont dériver et vont devenir accessibles pour les chiens ou même pour les humains sur le bord des rivières. Alors, ce phénomène, comme je vous l'expliquais, il est quand même très lié à la maturité des biofilms et au changement de débit. C'est-à-dire que quand vous avez des biofilms matures comme ça, la moindre augmentation de la vitesse du courant va faire que les biofilms vont se détacher et vont dévaler. Okay ? Donc ça, c'est le phénomène, je dirais, naturel. Mais à côté de ça, ce qui a bien été montré aussi, c'est que les usages de la rivière vont favoriser le développement des biofilms matures, notamment quand vous avez ce genre de biofilms et que vous marchez dans l'eau. Là, les biofilms se décollent, et ça, nous-mêmes, quand on échantillonnait, on le constatait. Quand on échantillonnait, on avait plein de biofilms autour de nous. Donc le canoë, dans les zones de radier, où il y a peu d'eau, où on frotte les cailloux, va détacher les biofilms. Et puis quand les chiens jouent dans l'eau, ils détachent aussi les biofilms. Donc on a ces deux processus-là, donc la maturité, plus les usages, plus les changements de vitesse de courant qui vont faire que ces biofilms vont plus ou moins se détacher et plus ou moins dévaler. Voilà, j'en ai presque fini avec cette première partie. Je ne vous ai pas parlé du tout de toxines, ce sera ma collègue qui le fera après. Je vais juste vous parler des pistes qui sont évoquées pour essayer de contrôler ces proliférations de cyanobactéries benthiques. Et malheureusement, vous allez voir que ce n'est pas folichon ce qu'on nous propose. Alors, la solution qui est souvent évoquée pour certaines rivières qui comportent des barrages, ce serait de faire régulièrement des lâchers d'eau pour un peu remettre à zéro le système, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'écosystème lui-même. Donc, voilà, c'est une solution qui est évoquée par certains, qui est difficile à mettre en pratique, et en plus qui aura des impacts sur les autres communautés et sur le milieu récepteur. Donc, entre deux mots, je ne sais pas lequel il faut choisir, mais voilà, ça c'est quelque chose qui est évoqué, qui n'a jamais été vraiment testé en conditions réelles, mais qui revient régulièrement. Le deuxième package, alors c'est sans doute encore pire que le premier, c'est d'utiliser des produits chimiques. Et réellement, il y a des gens qui testent ça, notamment le sulfate de cuivre. Vous savez que le sulfate de cuivre, c'est quelque chose qui bloque la photosynthèse. Et donc, effectivement, si vous mettez du sulfate de cuivre sur des cyanobactéries, elles ne font plus de photosynthèse et rapidement elles crèvent. Et donc ça a été testé dans certaines rivières. Et alors, il y a un produit qui est très à la mode actuellement pour les cyanobactéries planctoniques, qui est testé, qui est utilisé actuellement même en France sur les cyanobactéries planctoniques, c'est le peroxyde d'hydrogène, ce qu'on appelait avant l'eau oxygénée, qui est un bactéricide bien connu, utilisé dans les hôpitaux pour stériliser les surfaces, les instruments. Et donc, il y a des gens qui balancent comme ça du peroxyde d'hydrogène pour tuer les cyanobactéries. Et je sais que dernièrement, on avait des collègues hollandais qui étaient en Grèce et qui ont testé cette combinaison sulfate de cuivre, peroxyde d'hydrogène sur des canaux artificiels avec des cyanobactéries benthiques. Bon, nous, on est complètement opposés à ce genre de solution, mais on est loin de faire l'unanimité dans la communauté scientifique. Je peux vous dire qu'on a eu un congrès il y a 4 ans où ça a été très très compliqué au niveau de ces débats-là. Et puis donc, dans les approches durables, eh ben, on n'a pas grand-chose en fait. Autant pour les cyanobactéries planctoniques, on sait que la réduction des flux de phosphore et d'azote vont avoir un impact,
et ça a été démontré dans plein d'endroits différents, autant pour les cyanobactéries benthiques, on ne sait pas jusqu'où il faudrait réduire le phosphore pour vraiment avoir un impact. Quand on voit les quantités, les concentrations actuelles en phosphore, on est déjà très bas, et on ne sait pas déjà si on est capable de réduire drastiquement ces concentrations qui sont déjà très basses, et jusqu'où il faudrait les réduire. Alors que pour les planctoniques, on a des seuils où on sait qu'en dessous d'un certain seuil, on va être à peu près à l'abri. J'ai travaillé sur le lac du Bourget, là, près de Chambéry, Aix-les-Bains, où il y avait une espèce un peu particulière, et on savait, parce que ça s'était passé en Suisse et en Italie avant, on savait que si on descendait en dessous de 20 microgrammes par litre de phosphore dans le lac, on allait les perdre. Et effectivement, les gestionnaires ont suivi nos recommandations, et quand on est arrivé à 20, elles ont disparu parce qu'il n'y avait plus la quantité suffisante. Pour les rivières, pour le moment, on est incapable de dire jusqu'où il faudrait descendre, et si c'est vraiment faisable, quoi. Et puis, le deuxième aspect, enfin le deuxième item, c'est l'érosion et le transport de sédiments. Et ça, c'est déduit de ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ces biofilms étaient capables de capter, enfin de piéger les sédiments, et que c'était certainement une source de phosphore importante pour elles. Et donc, c'est sûr que la réduction de l'érosion est probablement quelque chose qui pourrait permettre une réduction de ces biofilms. Mais là encore, c'est vraiment des déductions qui sont faites à partir des constats qu'on a pu faire sur ces flux de phosphore dans les biofilms, mais on est très très loin d'être dans une mesure applicable, et je serais très loin de donner des recommandations précises par rapport à ça. Donc vous voyez qu'on est vraiment clairement démunis pour lutter contre ces proliférations. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, que je n'ai pas noté ici, c'est que très clairement les changements climatiques, et notamment leur influence sur l'hydraulique de nos rivières, a certainement un impact majeur. Et ça, pour le contrôler localement, vous imaginez bien qu'on en est aussi très éloigné. Voilà, je vais passer la parole maintenant à ma collègue qui va vous parler de l'aspect toxines et surveillance. Alors moi, concernant les toxines, d'abord, il faut savoir que ces toxines, elles peuvent être de différents types en fonction des cyanobactéries rencontrées. Vous voyez que vous avez ici des cartes qui vous présentent, des atlas mondiaux, qui vous présentent la répartition mondiale des cyanotoxines dans les biofilms à cyanobactéries. Et vous avez donc quatre présentations. À gauche, en haut, l'anatoxine, donc qui est une famille de toxines. Une autre famille de toxines, les cylindrospermopsines, une autre famille encore les saxitoxines, et une autre famille encore les microcystines et nodularines. Et vous voyez que si pour certaines toxines, elles ont été mises en évidence dans des biofilms à cyanobactéries sur des régions identiques, comme l'anatoxine et la saxitoxine, on les retrouve aux États-Unis, on les retrouve dans une partie de l'Europe. Vous voyez que vous avez quand même, géographiquement, on a des choses un peu différentes en fonction des pays, voire en fonction des continents. Donc ces quatre grandes familles de toxines sont vraiment les familles de toxines de cyanobactéries qui sont les plus connues. La plus connue, ce sont les microcystines, parce que les microcystines, ce sont les toxines qui ont été les plus souvent mises en cause dans les proliférations de cyanobactéries planctoniques, celles que Jean-François vous a présentées tout à l'heure, donc qui se développent dans la masse d'eau, en suspension dans la masse d'eau. Donc on peut retrouver aussi chez des cyanobactéries benthiques. Chez les planctoniques, on a beaucoup plus de recul sur de connaissances en termes de recherche sur ces organismes planctoniques par rapport aux benthiques. Et on a beaucoup travaillé sur ces microcystines. Donc ces microcystines, comme les cylindrospermopsines, ce sont des hépatotoxines. Elles sont connues pour causer en particulier des cancers du foie, donc des atteintes au niveau hépatique. À court terme, elles peuvent aussi provoquer simplement des diarrhées, des vomissements. Et les anatoxines, les saxitoxines, elles sont des neurotoxines, donc qui vont avoir une toxicité aiguë. Et ce sont ces anatoxines, justement, qui sont responsables des mortalités de chiens. Vous savez que les chiens qui meurent sur les bords des rivières après avoir consommé des biofilms, ils peuvent mourir en l'espace d'un quart d'heure, une demi-heure, en fonction de la taille du chien, en fonction de la quantité de biofilms consommés, et en fonction de la quantité de toxines dans ces biofilms. Donc c'est vraiment une mortalité très rapide, c'est vraiment une toxicité aiguë.
Donc c'est à ces toxines, nous, qu'on s'intéresse le plus, parce qu'en France, actuellement, la problématique liée aux cyanobactéries benthiques, elle est essentiellement associée à des proliférations qui produisent ces anatoxines. Mais il faut savoir que toutes ces données qu'on peut avoir et cette répartition qui est mise en évidence ici, elle est biaisée, elle peut être biaisée, parce que en recherche, on ne trouve jamais que ce qu'on recherche. Et comme je vous le disais, on a d'abord cherché les microcystines, donc essentiellement on a d'abord travaillé sur ces microcystines, ensuite on a vu que les anatoxines étaient responsables des mortalités de chiens, et c'est vrai que maintenant on commence à élargir le panel des toxines qu'on recherche vraiment. Avant, on ciblait surtout les microcystines, puis un peu les anatoxines, et maintenant on essaye systématiquement de rechercher toutes les toxines pour voir si réellement il y a plus de celle-ci ou plus de celle-là, ou si c'est simplement qu'on recherchait plus celle-ci ou celle-là. En tout cas, pour ce qui nous concerne, il a été bien mis en évidence, et Jean-François l'a rappelé tout à l'heure, suite aux travaux qui ont été mis en place sur la Loue, après les premières mortalités de chiens en France. Il a été bien mis en évidence que ces mortalités de chiens, elles étaient liées à des anatoxines. Alors ces anatoxines, on met un S parce qu'en fait, il y en a plusieurs formes. Il y a l'anatoxine A, l'homoanatoxine A, etc., etc. Donc toutes ont une toxicité qui est avérée, mais qui n'est certainement pas exactement la même. Et ça, on n'a pas encore entièrement les connaissances de est-ce qu'il y en a une qui est plus toxique que l'autre et dans quelle mesure. Mais vous voyez donc que ces anatoxines, cette famille d'anatoxines, c'est celle qui est... La France est bien en vert ici, et c'est celle qu'on retrouve sur le territoire français. Alors la production de ces anatoxines, elle peut être liée à différentes espèces de cyanobactéries. Je vous ai cité ici ces espèces, enfin ici je vous ai cité même les genres. À l'intérieur de chacun de ces genres, il y a encore plusieurs espèces. Et je vous ai mis ici quelques photos pour vous faire voir, et Jean-François l'a rappelé aussi tout à l'heure, que ce sont des formes qui sont très proches les unes des autres, et c'est vraiment une affaire de spécialistes que de les identifier à l'espèce. Et donc on se satisfait généralement quand on veut faire vraiment une évaluation du risque, voir s'il y a un risque de production de toxines liées à ces biofilms à cyanobactéries, de voir si on est dans des formes oscillatoriales. Je vous ai mis, c'est une grande famille, et quand on est dans cette grande famille, on risque de tomber sur ces gens-là, donc on risque d'avoir une problématique de toxicité. Le problème, c'est que sur le terrain, évaluer la toxicité, c'est très difficile parce que vous avez dû le constater vous-même si vous avez vu des biofilms à cyanobactéries. Déjà, on a une répartition qui est très hétérogène dans le milieu. On peut marcher sur des cailloux, ici, il n'y en aura pas. On marche sur des cailloux 10 mètres plus loin, et il y a des biofilms. On en voit encore 100 mètres plus loin, mais entre les deux, il n'y aura rien. Donc il y a une hétérogénéité spatiale très importante de la répartition des biofilms. Et en plus, quand on s'amuse, comme on l'a fait, et comme d'autres l'ont fait dans d'autres rivières, quand on s'amuse à ramasser les cailloux et les biofilms qui sont sur les cailloux, eh bien, c'est ce qui est représenté ici. Vous voyez, on a travaillé sur des zones de 10 mètres sur 10 mètres. Les petits carrés blancs représentent des cailloux qu'on a prélevés, donc on en a prélevé régulièrement sur ces zones. Et puis, on a prélevé les biofilms sur ces différents cailloux et on a extrait les toxines. On a recherché les toxines à l'intérieur de ces biofilms. Et ce qu'on trouve, eh bien, c'est ce qui est représenté sur le graphique de droite ici. Quand vous avez la couleur bleue, c'est qu'on n'a pas retrouvé de toxines. Donc à chaque fois, vous avez 3 cailloux qui ont été examinés. Donc c'est ces 3 petites zones à l'intérieur de chaque cercle. Donc quand vous avez tout en bleu, c'est que sur tous les cailloux, on n'avait pas de biofilm. Quand vous avez, un peu plus à droite ici, au mois d'août, un biofilm où vous aviez de l'anatoxine qui était détectée mais pas quantifiée, et 2 autres cailloux sur lesquels on n'avait pas de toxine. Et puis à droite, là en septembre, vous avez 2 cailloux sur lesquels il y avait de l'anatoxine détectée en quantité suffisamment importante pour être quantifiée. Et puis un caillou qui était pourtant à 1 mètre de distance, vraiment tout près, où là on n'en avait pas. Donc non seulement on a une hétérogénéité importante dans la répartition des biofilms sur les cailloux, mais on a en plus une hétérogénéité importante sur la répartition des toxines au sein de ces différents biofilms. Et je ne vous parle pas en plus de la quantité de cyanotoxines. Même quand on a des toxines, quand on a de l'anatoxine dans les biofilms, ce n'est pas forcément dans la même quantité pour chacun de ces biofilms. Donc une très très grande hétérogénéité à tout point de vue qui ne facilite pas du tout la tâche en termes d'évaluation du risque lié à ces toxines.
Justement, là, je vous donne une idée sur ces différents graphiques, je vais passer assez vite, mais des quantités de toxines qu'on peut retrouver dans les différents biofilms. Vous avez des valeurs ici complètement à gauche qui représentent ce qu'on a pu observer sur le Tarn. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Vous avez une échelle ici qui va de 2 à 14, et vous voyez où se situent les concentrations sur le Tarn en fonction des sites sur lesquels on a travaillé, T1, T2, T3, etc. Vous avez les sites T4 et T5 où on a des concentrations en toxines qui sont relativement faibles, et puis des concentrations plus élevées sur les sites T1 et T2. Et puis quand on regarde par rapport au temps, eh bien on voit qu'en juin, juillet, alors qu'on avait des biofilms, eh bien là on n'a pas du tout retrouvé de toxines. Quand on regarde en août et septembre sur des mêmes quantités de biofilms, eh bien là on avait des toxines. Et puis depuis ces travaux donc qu'on a fait sur le Tarn en 2013-2014, on a travaillé également, puisque comme le rappelait tout à l'heure Jean-François, depuis 2017 en particulier, on a une recrudescence de ces proliférations dans la Loire, dans le Cher, dans la Vienne, dans l'Ain, l'Ardèche, etc. Donc nous on a commencé à travailler sur le Cher, la Loire et la Vienne également. Et là, vous voyez aussi, chaque barre représente une station, aussi bien pour le Cher et la Loire, pardon. Donc, chaque couleur représente une station, des stations différentes. Et vous voyez aussi cette variabilité de la concentration en toxines. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'on n'est pas du tout dans les mêmes échelles de concentration. Sur le Tarn, on allait jusqu'à 14. Là, on va jusqu'à 600 mg par kilo de biofilm. C'est comme ça qu'on le dose. On le dose par kilo de biofilm, par quantité de biofilms. Et donc, vous voyez qu'on peut avoir une variabilité en réalité qui est extrêmement importante, depuis des valeurs qui sont proches de 0 jusqu'à des valeurs qui peuvent atteindre 400, 500 mg par kilo. C'est quelque chose qui avait été déjà un peu montré qui avait été montré en Nouvelle-Zélande, où on pouvait aussi avoir, en fonction des périodes, en fonction des sites, des concentrations qui pouvaient aller de quelques milligrammes par kilo jusqu'à des centaines de milligrammes par kilo. Et donc, évidemment, quand un chien vient consommer ça, selon la quantité de biofilm et puis selon la concentration des toxines qu'il peut y avoir à l'intérieur, eh bien, c'est très difficile de savoir, a priori, quand il a consommé le biofilm, est-ce qu'un quart d'heure après, il va montrer des signes de faiblesse, ou est-ce que, eh bien, il y aura pas de toxines ou très peu, et que ça ne suffira pas à l'abattre. Alors évidemment, une autre question qui se pose et qu'on nous pose très souvent, c'est quid des poissons, puisque les pêcheurs sont susceptibles, même si maintenant il y a de plus en plus de pêche no-kill, souvent les pêcheurs sont susceptibles de consommer leurs poissons. Et alors, on n'avait pas fait de travaux sur cette problématique-là dans le Tarn, mais par contre, depuis sur le Cher et la Loire, donc on a fait des échantillonnages dans le cadre d'un travail préliminaire en 2017, donc au moment de la recrudescence vraiment de ces proliférations. Donc là, ce sont des collègues du muséum de mon laboratoire qui ont travaillé là-dessus. Donc il y avait toute une catégorie de poissons, donc des brèmes, des gardons, des mulets, et même des petits poissons de friture, donc qui ont été échantillonnés, sur lesquels des analyses ont été faites en termes de quantité de toxines accumulées dans les chairs de ces organismes. Donc pour certains, vous voyez, dans l'encéphale, dans l'intestin, dans les muscles. Et donc dans les muscles qui sont susceptibles d'être consommés, puis dans la friture entière. Et vous voyez qu'on avait mis en évidence des quantités non négligeables de l'anatoxine, mais pas des dérivés, pas d'homoanatoxine et d'hydroanatoxine. Donc des résultats qui semblaient montrer en tout cas qu'on pouvait avoir une accumulation de ces toxines, enfin qu'on retrouvait en tout cas ces toxines dans les poissons. On a refait ce travail en 2019 dans le cadre d'une étude qu'on a faite, qui est en train de se terminer, là, qu'on a faite avec l'ANSES. Et on a refait ce travail également sur des poissons pêchés dans la Loire, le Cher et la Vienne, sur des sites différents. On a pêché en particulier, ont été pêchés et analysés en particulier des chairs de chevennes et de goujon, mais il y a eu des travaux également faits sur des brèmes, des gardons, des anguilles, des perches et même des silures. Et là, avec des travaux également sur le foie, sur les intestins et sur les muscles. Et là, curieusement, et ça on ne l'explique pas encore, et ça montre qu'on a besoin de travaux supplémentaires, là, aucune toxine n'a été détectée dans les chairs de ces poissons, alors qu'il y avait des biofilms pendant la période d'échantillonnage, et que exactement la même méthodologie a été utilisée pour examiner pour rechercher les toxines dans les échantillons dans les poissons de 2017, échantillonnés en 2017, et dans ces poissons échantillonnés donc ici en 2019.
Donc pas de toxines retrouvées, ça montre aussi, là encore, toute la complexité de l'évaluation du risque avec les connaissances que l'on a actuellement. On manque encore de connaissances, ces proliférations de cyanobactéries benthiques. C'est vrai que la recherche est encore un peu à ses balbutiements. Et ça montre qu'on a encore besoin d'avancer. On a beaucoup avancé sur tout ce qui est recherche en termes de problématiques de toxicité pour ce qui est des organismes planctoniques, des cyanobactéries planctoniques. Mais il y a encore beaucoup de travaux, et il y a encore aussi des travaux à faire sur les planctoniques, mais encore plus sur la problématique des proliférations de cyanobactéries benthiques et de la production de toxines. Alors pourquoi s'intéresser à ces risques? Bien parce que on l'a vu, hein, on connaît ces mortalités de chiens et il y a différentes voies d'exposition des animaux, mais également des humains éventuellement à ces toxines. Donc c'est les biofilms qui peuvent être, les toxines peuvent être, les organismes peuvent être contaminés par ces biofilms après consommation de biofilms qui se seraient détachés. Alors une des questions qui se pose, c'est pourquoi les chiens? Pourquoi ce sont surtout les chiens qu'on retrouve morts? Et alors on l'a vu, les chiens ils peuvent jouer, remettre en suspension ces biofilms, et ils peuvent consommer de l'eau, ils vont boire, ils vont laper l'eau, et ils sont susceptibles à ce moment-là de consommer des biofilms. On soupçonne aussi qu'ils soient attirés par l'odeur, parce que ces biofilms peuvent avoir une odeur forte, un peu de cave humide, et c'est une odeur qui est vraiment très caractéristique de ces proliférations de cyanobactéries, benthiques ou planctoniques d'ailleurs, mais encore plus sur ces benthiques. Et on soupçonne donc que les chiens soient attirés par cette odeur et donc qu'ils aient un certain plaisir même à consommer ces biofilms. Et la question qui se pose, on l'a mis entre parenthèses ici, c'est quid des très jeunes enfants? Alors évidemment que vous et moi, on ne va pas se mettre à consommer des biofilms comme ça pour le plaisir, mais la question c'est des enfants qui joueraient sur le bord de l'eau, qui vont toucher des cailloux, se lécher les doigts, et le risque en termes en termes sanitaires, en termes de santé humaine, il est là. Et actuellement, on n'a aucune connaissance, on n'est pas capable de dire si effectivement ça pourrait tuer un humain ou pas. Donc d'où l'intérêt qu'on porte à cette problématique qu'a évoqué Jean-François tout à l'heure de la mortalité humaine en Californie, parce que ce cas-là serait le premier cas de mortalité humaine et montrerait que effectivement peut-être ces anatoxines sont également susceptibles de tuer des humains. Après évidemment la contamination, elle peut se faire également par des eaux. Parce que les eaux sont contaminées, il n'y a pas simplement la consommation des biofilms eux-mêmes, mais il peut y avoir la diffusion des toxines dans l'eau. Et l'eau également peut être contaminée. Alors, à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment montré qu'il pouvait y avoir de grandes quantités de toxines dans l'eau directement. Et puis la question se pose, je l'ai évoqué tout à l'heure, de la consommation des chairs de poisson. Et là encore, on a encore des points d'interrogation sur le risque réel lié à la consommation de ces poissons par rapport au risque anatoxine. Donc face à toutes ces questions, on a eu quand même, nous on a travaillé avec le PTB Loire, on est sollicité régulièrement, et pas que nous, hein, toutes les personnes qui travaillent sur les cyanotoxines, on a travaillé avec les gens de la Dordogne, et on est contacté régulièrement aussi par des fédérations de pêcheurs. Est-ce qu'on peut consommer, est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'il faut interdire, est-ce qu'il faut pas? Et les agences régionales de santé évidemment sont contactées régulièrement. Et à la suite des épisodes de 2017, la Direction générale de la santé avait sollicité l'ANSES pour mettre en place un groupe de réflexion pour voir si pour mettre à jour toutes les connaissances qu'on avait sur les cyanobactéries, sur les cyanotoxines, les risques associés du point de vue des cyanobactéries planctoniques, mais aussi est-ce qu'il fallait mettre en place des réglementations, des recommandations, est-ce qu'il fallait établir donc des recommandations liées aux proliférations de cyanobactéries benthiques. Donc à la suite des travaux qui ont été faits au niveau de l'ANSES, donc la DGS, je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler, si vous êtes responsable de baignade ou s'il y a des gens des agences régionales de santé, des arbres décisionnels donc ont été mis en place pour réguler justement la surveillance liée aux proliférations de cyanobactéries planctoniques et benthiques. Là je vais relater évidemment ce qui concerne les cyanobactéries benthiques. Et ces arbres décisionnels, d'abord, ils mettent bien en évidence ce qui est de la responsabilité des gestionnaires de baignade ou des gestionnaires de sites et ce qui est de la responsabilité des agences régionales de santé en termes de surveillance, avec différents niveaux, un niveau de vigilance dès qu'on met en évidence... oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les gestionnaires peuvent avoir un rôle en termes de surveillance générale d'un site,
indépendamment même des zones de baignade, on sait tous que les gens ne se baignent pas forcément simplement là où c'est autorisé, et c'est encore plus le cas dans des zones comme le Tarn avec les canoës. Ils vont pas aller forcément, on s'arrête avec son canoë, on pique-nique, et on va faire trempette, pas forcément là où une zone de baignade a été clairement identifiée. Alors que les ARS, elles vont s'intéresser en priorité aux zones de baignade. Donc ces recommandations, elles sont basées d'abord sur l'importance de la surveillance visuelle, et ça on a la même chose exactement pour ce qui est des cyanobactéries planctoniques. Quand on a l'habitude d'aller sur des masses d'eau, quand on a l'habitude de se promener au bord de sa rivière, de son lac, on est capable de voir des changements de couleur, on est capable de voir qu'il y a des choses qui se passent. Et on est capable très rapidement, à partir du moment où on l'a vu, on est capable très rapidement de reconnaître des biofilms à cyanobactéries benthiques. On avait travaillé avec, je ne sais pas où il est, je le vois plus maintenant, mais quand on a commencé à travailler sur le Tarn, on travaillait avec David Meruès, qui était à cette époque-là sur le site, qui travaillait à cette époque-là sur le site. Et très rapidement, on lui a fait voir ce que c'était que ces biofilms. Il était capable, au bout d'une journée, de les reconnaître aussi bien que nous. Donc c'est vraiment... La surveillance visuelle, elle est vraiment très importante pour pouvoir détecter, ça y est, il commence à y avoir des proliférations. Et à partir du moment où ces proliférations sont mises en évidence, eh bien, à ce moment-là, on rentre en niveau de vigilance. Et ce niveau de vigilance, eh bien, il va pouvoir impliquer de commencer un affichage, de commencer une information pour les gestionnaires, que le public soit informé. Attention, on constate que les biofilms à cyanobactéries se développent. Évitez de promener vos chiens sur le bord de la rivière, ou attachez-les. Vous pouvez les promener, mais évitez de les laisser patauger dans l'eau. Faites attention également à vos enfants. Et donc ça, c'est du rôle vraiment du gestionnaire que de faire au minimum cette information. Et puis les ARS, elles, dans les zones de baignade, vont aller un petit peu plus loin que ça. Elles vont d'abord faire vérifier par les laboratoires agréés la présence des cyanobactéries dans ces biofilms. Donc vérifier que ces biofilms sont bien liés à des proliférations de cyanobactéries. Et puis, si la dominance de cyanobactéries est mise en évidence dans ces biofilms, à ce moment-là, elles vont même être susceptibles de faire des mesures de toxines, vérifier est-ce qu'on a ou pas de la toxine dans ces biofilms. Alors, je vous avoue que on a eu beaucoup de discussions dans le groupe de l'ANSES sur le fait de mesurer ou pas les toxines. Est-ce qu'il fallait contraindre les ARS à faire des mesures, à faire des recherches de toxines dans les biofilms ou pas, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette très grande variabilité. On peut prélever un caillou, il y a de la toxine, on prélève un autre caillou, il n'y a pas de toxine. Mais il nous a paru important, en tout cas dans un premier temps, de le faire, parce qu'on a tellement peu de connaissances sur les proliférations de cyanobactéries en France, qu'il nous a paru important dans un premier temps de faire quand même cette recherche sur un minimum de cailloux, et qu'à partir du moment où il y a des proliférations, cette recherche soit faite. Il n'est pas impossible que dans les années à venir, quand on aura acquis plus de connaissances, on se base uniquement, comme c'est le cas dans d'autres pays, sur la prolifération elle-même. Il y a prolifération, donc il y a suspicion de présence de toxines. Et donc là, dans ce cas-là, à partir du moment où les toxines sont détectées, simplement, eh bien, on va passer à un niveau de restriction supplémentaire, à savoir que, de restrictions supplémentaires, donc en termes de baignade, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, peut être demandé aux gestionnaires de baignade soit de restreindre la baignade à la zone, là c'est facile de localiser justement la zone de prolifération, donc de restreindre la zone de baignade à des zones où il n'y a pas de prolifération, et après, mais ça dépendra de toute façon des maires, ce serait une responsabilité des maires ou des préfets, en fonction de la quantité de biofilms présents, de restreindre ces baignades ou pas. Alors vous le voyez pas parce que c'est trop petit ici, mais concernant toutes les autres toxines, actuellement maintenant pour les baignades en lac, donc là où on a des proliférations planctoniques, des seuils de toxines ont été établis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de baignade au-delà de tant de quantité de microcystine, il n'y a pas de production d'eau potable au-delà de tant de quantité de cylindrospermopsine. On n'est pas capable à l'heure actuelle de fixer un seuil pour la natoxine parce qu'on n'a pas suffisamment on n'a pas les données nécessaires scientifiquement pour le faire.
Par contre, on sait que le risque de toxicité, il est là. Les mortalités de chiens, elles sont là, elles sont mises en évidence et elles sont clairement associées aux anatoxines. Donc, il a été décidé d'en rester à simplement présence, détection d'anatoxines. On voit qu'il y a de l'anatoxine, donc on sait qu'il y a un risque de toxicité. Donc cette surveillance, elle est recommandée en France, mais il faut savoir que dans d'autres pays, dans relativement peu de pays, mais en Nouvelle-Zélande où les proliférations sont récurrentes depuis une vingtaine d'années et dans de très nombreux cours d'eau sur tout le territoire, ces recommandations, elles ont déjà été mises en place dès la fin des années 2000, vers 2008 ou 2009, je crois. Et là, elles sont liées uniquement à des taux de recouvrement. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est susceptible d'en arriver à ça aussi plus tard. Mais eux, ils ont plus de recul par rapport à ces proliférations, à ce qu'ils observent sur leur terrain. Et ils se basent uniquement sur des taux de recouvrement. Donc quand dans une zone donnée, on a moins de 20% de recouvrement, on va pas limiter, il va pas y avoir de restriction d'usage. Et au-delà de 20%, là, on commence à avoir de l'information qui est faite. Et au-delà de 50%, ou quand il y a des flops, là, on va vraiment alerter les agences de santé. Et puis, ce sera aux agences de santé ensuite de prendre le relais en termes de détection de toxines et éventuellement de restriction d'usage. Et je vais terminer là. On a peut-être été un petit peu long à tous les deux. Mais je vais terminer simplement sur ces affiches, on vous l'a rappelé tout à l'heure, et en discutant un petit peu avec tout le monde, on se rend compte vraiment de l'importance de cet affichage, c'est-à-dire l'importance de la communication autour de ces cyanobactéries. Alors Jean-François, quand on a commencé à travailler là-dessus, il avait l'habitude de dire à tout le monde les cyanobactéries, effectivement, ça présente un risque, mais est-ce qu'il faut vraiment créer la panique dès qu'il y en a, alors que tout le monde sait que quand on va se promener en forêt, il y a des champignons toxiques, des champignons mortels, et on n'a jamais empêché qui que ce soit d'aller se promener en forêt, voire de ramasser des champignons. Et toute la communication qu'on a pu faire sur l'intérêt de mettre en place des affichages, l'intérêt de communiquer, de distribuer des flyers quand il y a des proliférations de cyanobactéries, on l'a un peu basé là-dessus parce qu'effectivement, quand on sait qu'il y a un danger, on fait attention et puis on arrive à limiter comme ça les risques et l'exposition donc à ces risques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci à vous deux pour cette présentation très pointue du phénomène des cyanobactéries. Bon, on était super optimistes avant de manger, on commence à avoir un peu peur. Non, je plaisante. Vous avez abordé la question des protocoles mis en place pour la prévention et la protection des populations. C'est aussi Stéphanie Brault du syndicat mixte Bassin Versant Terre-Amont qui nous en parle avec Marie Bourdorel de l'ARS Lozère. Voilà. Merci à vous. Je vais trouver. Il n'y a plus. Très bien. Donc voilà, avec Marie Bourdorel, on va vous présenter les cyanobactéries, quel protocole pour protéger vos populations. Donc en fait, c'est un peu, on va redire certaines choses qui ont déjà été dites précédemment, mais voilà, on va être plus dans l'opérationnalité des choses, comment on fait pour gérer au quotidien en été cette prolifération, comment on fait pour informer les gens, et voilà, on va commencer par un petit historique et je vais laisser parler sur le contexte, c'est bon, d'accord. Je pourrais le faire 20 fois. Donc le contexte. Ça va marcher. Pas la bonne. Vous savez, Tamar, qu'il y a des interdictions de donc par rapport au contexte, donc au niveau du territoire Tarn-Amont, on a de nombreuses activités sportives et de loisirs liés à l'eau, avec une forte fréquentation, notamment avec le phénomène Covid et les recrudescences en fait de ces activités en France sur nos territoires notamment.
avec donc, du canoë, du canyonisme, de la baignade, etc. En 2022, nous aurons 42 sites officiels de baignade, donc des baignades qui sont déclarées par les communes. Ça représente les sites qui sont les plus fréquentés pour la baignade, mais comme ça a été dit, il y a d'autres endroits qui sont baignables, des baignades sauvages. Ça représente 24 gestionnaires, donc sur notre territoire, 23 communes sont concernées et un gestionnaire privé. Ces baignades principalement sur les axes Tarn, Tarnon et Dourby. Et nous avons 3 sites qui sont aménagés et surveillés, donc par un surveillant de baignade, un maître nageur. Au niveau de ces sites de baignade, il y a eu donc tout un travail de fait sur la réalisation des profils de baignade qui visent à recenser toutes les problématiques de pollution et problématiques cyanobactéries qui peuvent impacter le site de baignade pour pouvoir protéger la santé des pratiquants. Lié à ces profils de baignade et au fait que ces sites sont déclarés officiellement, il y a un affichage obligatoire au niveau des zones de baignade pour tout ce qui est résultat de qualité d'eau, mais également par le fait que sur notre territoire, on a mis en place un protocole lié aux cyanobactéries, un affichage sur les cyanobactéries benthiques. Le contrôle sanitaire des eaux de baignade est réalisé tous les 15 jours et il porte uniquement sur la bactériologie, donc Escherichia coli et entérocoques intestinaux. Donc tous les 15 jours, ou voire plus, il y a un problème de qualité d'eau qui est détecté. Le protocole de suivi des biofilms à cyanobactéries benthiques, donc on va vous le décrire plus précisément dans la suite de l'exposé. Et on va revenir un peu sur l'histoire, pourquoi on a mis en place ce protocole avec Marie. Alors oui, tout à fait. Donc, pour resituer un petit peu l'historique, pourquoi on s'est intéressé aux cyanobactéries en Lozère particulièrement. Donc ça a déjà été évoqué précédemment dans les présentations précédentes, mais c'est vraiment le déclencheur, ça a été vraiment ces morts de chiens très importantes sur le territoire de la Lozère en début des années 2000. Donc entre 2002 et 2005, comme vous pouvez le voir, il y a eu environ une trentaine de morts, de chiens morts déclarés sur ce territoire. Du coup, depuis 2004, il y a eu des études à la fois locales et nationales, donc celles qui vous ont été présentées, notamment qui se sont intéressées à ce territoire de la Lozère, notamment, pour justement essayer d'identifier, de comprendre ce phénomène des cyanobactéries et des risques sanitaires qui étaient liés. À partir de 2010 et pendant 4 ans, entre 2010 et 2014, il y a eu des campagnes de prélèvement, donc, notamment organisées par l'ARS. Justement, c'est l'histoire de prélèvement de galets sur les sites de baignade pour essayer de caractériser cette présence de biofilms et la présence d'anatoxines, etc. Et donc le risque sanitaire lié à cette présence de biofilms. Donc tout ce travail qui a été fait donc, par beaucoup d'acteurs, et notamment toutes ces études scientifiques, ont abouti en fait en 2012 à la signature de ce protocole de gestion qui à l'époque ne portait que sur la Lozère. Donc, je vous présenterai, il a été étendu depuis, mais voilà, à l'époque ce protocole ne portait que sur la Lozère et que sur le bassin du Tarn-Amont. Donc voilà, pour vous présenter dans les grandes lignes ce protocole, sur quoi il se base, c'est un protocole qui se base sur une réponse graduelle en 4 phases. En fonction des observations du terrain ou de signalement de décès de chiens, on va passer d'une phase à une autre. Donc la première phase, c'est la phase de surveillance, où il n'y a pas ou peu de biofilms qui sont observés. Donc en début de saison, on part de la phase 1. Donc c'est une phase de surveillance uniquement. Ensuite, la phase 2, la phase de vigilance, on observe des biofilms mais qui sont peu développés. Donc on commence à observer que des biofilms apparaissent et donc on va passer en phase 2, en phase vigilance, qui entraîne une surveillance qui devient hebdomadaire, surveillance visuelle hebdomadaire. Ensuite, pour le passage en phase 3, en phase vigilance renforcée, là, on observe beaucoup de flocs. Donc, on sait que les biofilms, comme on vous a expliqué précédemment, sont arrivés à maturité. Donc, ce sont des biofilms plus âgés et qu'on risque de retrouver notamment sur les zones de baignade, d'où le risque sanitaire. Ou alors, l'autre facteur pour passer en phase 3, c'est un signalement d'un décès canin. Puisque là, un seul décès canin suffit pour passer en phase 3, parce qu'on sait que du coup, ça signifie qu'il y a beaucoup de cyanobactéries présentes avec des risques potentiels pour la santé. Et enfin, la dernière phase, la phase 4, phase alerte, qui, tu me corriges Stéphanie, qui pour l'instant n'a pas eu à être déclenchée
Pas encore. Depuis 2012, on n'a pas encore eu à passer en phase 4, donc on touche du bois et on crotte les doigts pour que ce ne soit jamais le cas. Et dans ce cas-là, il faut plusieurs intoxications canines sur un même secteur, un secteur limité, ce qui montre en fait qu'il y a une présence de cyanobactéries, une présence de la toxine importante, ou alors un cas humain. Et pour l'instant, pareil, on touche du bois, il n'y a pas eu de cas humain. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, ce protocole, il est basé majoritairement sur les observations terrain. Ce sont vraiment la très très grande majorité des cas de changement de phase, c'est vraiment les observations de terrain qui sont faites donc, par le syndicat. Avec le principe de ce protocole, c'est vraiment l'information du public. D'apporter une information du public sur les changements de phase, sur les risques sanitaires et sur les risques présentés, pour qu'ils aient cette information et qu'ils puissent mettre en place les bons gestes et les bonnes attitudes pour ne pas avoir de risques. Et donc ce protocole, il implique en fait de nombreux acteurs locaux, donc on présentera ça dans un deuxième temps. Donc pour les observations terrain, je vais laisser parler la spécialiste, puisque c'est le syndicat qui fait les observations. Alors, du coup, donc, au niveau du syndicat, on a mis du temps petit à petit avec l'apport de connaissances. On a affiné le protocole qui avait été créé en 2012. Et donc maintenant, on réalise 10 sites on réalise des observations sur 10 sites, principalement au niveau de sites de baignade. Donc c'est les étoiles rouges que vous voyez sur la carte. Donc on sait par expérience et par des observations, des analyses qu'il y a des cyanobactéries sur à peu près la quasi-totalité des linéaires. On en a trouvé au pont de Montvert, même en amont du pont de Montvert. On en a observé sur le Tarnon, la Mimeinte. On en a jusqu'à l'aval de Millau et également sur la partie aval de la Dourbie, ça a été confirmé. Il nous reste des prospections à faire sur d'autres cours d'eau du bassin, comme la tête de bassin de la Dourbie, par exemple, qui est très fréquentée pour la baignade. Également, le Cernon de Souzon-la-Muse, où on n'a pas forcément eu l'occasion de faire ces observations, mais bon, a priori, il pourrait potentiellement y en avoir. Il suffit qu'il y ait de la lumière et les caractéristiques dont on a parlé tout à l'heure pour que ça se développe. Voilà, donc au niveau de ces 10 sites, on fait principalement de l'observation. Donc ça représente à peu près 15 journées de suivi par le syndicat entre la phase terrain et puis le rendu des informations auprès de l'ARS qui, elle, prendra la décision ou pas de passer d'une phase à l'autre en fonction de ce qu'on a pu observer. Donc vous voyez, au niveau de l'observation, on s'intéresse à des zones, je disais des zones de baignade qui présentent une partie radiée et une partie plus lentique, plus d'eau calme, où les gens vont aller se baigner avec plus de profondeur. Alors pourquoi ces sites ont été choisis? Ça nous permet de faire 2 observations. Donc là, c'est la fiche de terrain qu'on utilise. Vous voyez sur la partie en haut de la fiche, c'est tout ce qui concerne l'observation du radier. Donc là, c'est la zone de développement qui est observée et qui est détaillée au niveau... on va regarder la présence de biofilm ou pas, la couleur du biofilm, l'aspect de ce biofilm, la couverture, si elle est nulle, faible, moyenne ou importante. Et on va surtout regarder ce qui concerne la présence des flocs. Donc c'est le signal environnemental qui permet de passer d'une phase à l'autre dans le protocole. Donc on va regarder les signes de décrochage au niveau des biofilms. On va regarder leur présence dans le courant. Est-ce qu'ils sont, si on en voit passer, en quelle quantité, on calcule en temps par minute, par exemple, combien on en voit passer. Et aussi la présence de ces flocs en bordure, puisque ça les rend vraiment accessibles à des enfants ou à des animaux domestiques. Et puis, on va regarder aussi sur ces sites, donc c'est la partie basse de la fiche de terrain, la zone de baignade à proprement parler, donc la zone la plus profonde où les gens vont aller se baigner. Et là, par contre, on va regarder s'il y a des biofilms à cyanobactéries, mais généralement, les caractéristiques du site font qu'il n'y a pas de biofilms sur des galets, c'est assez rare. Par contre, on va plus souvent retrouver ce qui est floc, donc floc dans le courant ou en bordure, puisque c'est une zone préférentielle pour le dépôt, puisque c'est souvent des zones un peu plus calmes. Donc là, sur les images, vous avez des biofilms en noir et blanc là-haut, mais vous avez aussi des flocs qui se sont accumulés là sur la photo en haut à droite. Et puis en bas, vous avez aussi des exemples de flocs.
Voilà, donc ça, c'est ce qu'on observe, nous, sur le terrain. Donc, en fonction, là, c'est l'année dernière, ce qu'on a pu observer. Donc, autour du 30 juin, on avait déjà des signes de décrochage sur certains biofilms, sur la photo en haut à gauche. On observe, voilà, sur la photo du milieu du 8 juillet, on a des galets noirs caractéristiques, vraiment très, très visibles, même en bord, on avait juste à se pencher pour les voir, il n'y avait pas besoin de faire beaucoup de pas dans l'eau. On a des biofilms qui sont avec des caractéristiques qui sont un peu particulières. Ils sont plutôt gris, avec cet aspect de petites bulles fines en surface, qu'on retrouve principalement sur un site, on ne sait pas pourquoi, ils sont plutôt comme ça à cet endroit-là. Des flocs, et puis le galet en bas à droite, c'est le galet caractéristique des cyanobactéries. Donc c'est vrai que c'est assez facile, une fois qu'on sait ce qu'on cherche, on arrive facilement à reconnaître un biofilm typique qui contient les cyanobactéries. Donc l'information du public, elle passe dans le cadre du protocole par un affichage de recommandations et de précautions pour la baignade. Donc en fait, dès la phase 1 du protocole, même s'il y a très peu de biofilms, on va demander aux collectivités qui ont des sites de baignade déjà d'apposer cette affiche à gauche, précautions sanitaires pour la baignade, pour informer la population sur le fait qu'il y a un risque qui est présent. Et dans un premier temps, il n'y a pas d'obligation. Ensuite, par contre, quand on passe en phase 3, il y a une obligation d'affichage avec même la possibilité, en cas de manquement à cet affichage, qu'il y ait un arrêté préfectoral qui ferme la baignade, qui interdise la baignade. Donc voilà, le principal intérêt, c'est que les gens soient prévenus du danger, qu'ils aient conscience qu'il y a un risque et qui du coup prennent les mesures nécessaires pour se protéger eux-mêmes et leurs animaux ou leurs enfants. Donc ces affichages, cette information, donc que ce soit la partie plus communication, où le changement de phase va être communiqué auprès de nombreux acteurs, donc notamment les collectivités, puisqu'en tant que gestionnaire des sites de baignade, il faut qu'elles soient assez réactives et qu'elles puissent informer rapidement les personnes. Donc elles vont recevoir chaque semaine de la part de l'ARS un message disant que des observations ont été faites et qu'on reste ou pas, ou qu'on change de phase, ou qu'on reste dans la phase dans laquelle on était, avec les consignes en termes d'affichage qu'il faut appliquer. On associe dans le cadre de ce protocole différents partenaires, donc le syndicat, l'ARS, la sous-préfecture qui est pilote, c'est la sous-préfecture de Florac, et également maintenant, depuis plusieurs années, la sous-préfecture de l'Aveyron, de Millau, et celle du Vigan à partir de cette année. Et également sont mobilisés la DDETSPP, puisqu'il y a un volet vétérinaire dans le protocole pour toutes les investigations à faire pour confirmer la présence des cyanos quand on trouve un animal qui est mort ou qui a été malade. Et l'OFB pour la partie, s'il y a besoin d'un appui sur le terrain, et également pour prendre les choses en main si jamais il y a des animaux qui sont retrouvés morts au bord de cours d'eau. C'est eux qui peuvent être sollicités en premier lieu. Ensuite, la communication donc elle est diffusée, donc il y a les affiches que je vous ai montrées, mais également il y a les plaquettes. Et donc cette communication, elle est diffusée auprès d'autres acteurs comme les professionnels de santé, les vétérinaires, les médecins, les pharmaciens, les cabinets infirmiers, etc. Enfin, toutes les personnes qui peuvent être concernées et qui pourraient avoir à prendre en charge quelqu'un qui est malade. Et également pour information et puis en tant que relais auprès du public, de la population touristique, les prestataires d'activités touristiques, donc les campings, les loueurs de canoës, etc. Et on organise également des sessions de formation à destination des élus, des agents techniques, des partenaires et autres acteurs, associations, etc. qui pourraient diffuser l'information. Voilà, je te laisse reprendre. Donc ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ce protocole, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas un document figé, on l'a signé en 2012 et puis on n'y touche plus et on se contente de ça, c'est vraiment un document qui doit évoluer. Donc en fonction des avancées scientifiques, en fonction, on voit qu'il y a des études qui sont menées, qui continuent à être menées, donc on va avoir de plus en plus de connaissances scientifiques et donc il va falloir faire évoluer la façon dont on surveille, dont on gère le risque sanitaire.
les connaissances terrain en fonction des remontées qu'on a des acteurs de terrain. On va également faire évoluer ce protocole et également des évolutions réglementaires. Donc le dernier point que je vais vous présenter, c'est l'évolution du protocole, les dernières évolutions. Je ne vais pas revenir sur toutes les évolutions qui ont eu lieu depuis 2012, mais les plus récentes. Donc tout d'abord, les évolutions géographiques. Donc comme je vous avais dit, en 2012, le protocole qui avait été signé concernait uniquement la partie Lozère du Tarn-Amont. Donc ça a été étendu à l'Aveyron en 2020 et ce sera étendu cette année au Gard. Donc voilà. Donc c'est dans un souci aussi d'harmonisation des pratiques au niveau du bassin versant, d'avoir la même façon de gérer les cyanobactéries sur tout le bassin versant. Et aussi voilà, de pouvoir rechercher, donc ce que disait Stéphanie tout à l'heure, rechercher en tête de bassin, notamment d'Ourby, où on n'a pas forcément beaucoup d'informations sur cette présence de cyanobactéries. Là, du coup, on va aller faire ces recherches, ces visites terrain, et donc on aura plus d'informations. L'autre évolution qui va avoir lieu cette année sur le protocole, c'est donc l'apparition l'année dernière de cette instruction baignade, donc qui a été évoquée précédemment. Donc, qui est basé, ça a été présenté, donc je reviens très rapidement dessus, sur des prélèvements de biofilms, l'identification et donc la mesure de la présence de cyanobactéries et les mesures d'anatoxine. Donc c'est vrai que c'est un protocole, une instruction qui va être mise en application sur tout le territoire français, et notamment la Lozère, sur les zones qui ne sont pas dans le bassin versant Tarn-Amont. Et donc les conséquences de son application, quand même, qu'il faut garder, qu'il faut avoir en tête, c'est un coût élevé pour les collectivités, puisque les recherches d'anatoxines sont quand même relativement coûteuses. Donc si on arrive jusqu'à la phase où on doit rechercher des anatoxines, ça a quand même un coût, c'est pas négligeable, il faut l'avoir en tête. Et des risques de fermeture de baignade, donc effectivement, puisque si on détecte des anatoxines, il n'y a pas forcément possibilité, notamment sur les zones de rivière, de déplacer une baignade. Donc ça, il y a quand même des risques plus importants de devoir fermer des baignades. Donc toutefois, ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette instruction permet le maintien de protocoles locaux déjà existants, donc, ce qui est le cas sur le territoire Tarn-Amont. Donc c'est la décision qui a été prise en accord avec le syndicat ARS et la sous-préfecture de Florac, c'est de maintenir ce protocole et de continuer à surveiller, à gérer le risque sanitaire via ce protocole existant. Donc quand même, on a quand même décidé de ne pas complètement ignorer cette instruction, parce qu'il y a quand même des informations, des nouveautés qui sont apportées par cette instruction et qu'on va quand même prendre en compte. Donc ce qu'on a prévu pour 2022, donc cette évolution du protocole existant, c'est de réaliser des analyses. Donc une analyse par département et par saison. Ce sont des sites témoins qu'on va prendre, qui vont varier en fonction des années, puisqu'on le voit, les cyanobactéries ne se développent pas toujours au même endroit. Là, ça va être plutôt pour avoir une base documentaire, pour voir si ce sont toujours les mêmes cyanobactéries qui se développent ou pas, si on observe d'année en année, si ce sont les mêmes espèces qu'on retrouve ou pas. Puisqu'on a eu des campagnes il y a quelques années, mais comme c'est vrai que ça commence à dater un peu, ça peut être intéressant de réactualiser nos bases de données, entre guillemets. Et donc voilà, les analyses le coût de l'analyse sera mutualisé, puisque ce sera pris en charge par le syndicat, et ça évitera d'avoir la commune qui est prélevée et qui est choisie comme site témoin, d'avoir à payer la facture pour tout le bassin versant. Et enfin, le deuxième point, vraiment l'évolution du protocole, ça va être les ajouts de recommandations pour la pêche récréative, donc ce qu'on vous a présenté précédemment. Il n'y a pas encore de consensus scientifique sur les présences de toxines dans les poissons, mais voilà, donc c'est basé sur les recommandations de l'ANSES, qui donne en fait des recommandations de consommation de poissons. Donc effectivement, on a repris mot pour mot pratiquement les recommandations de l'ANSES, qui recommande de ne pas consommer la friture, ce qu'on a vu sur la première étude qui a été présentée, où il y avait des anatoxines présentes dans les fritures entières, ou pour les gros poissons de les étêter, de les éviscérer pour essayer d'éviter de consommer les endroits du poisson où on avait détecté des anatoxines. Donc ça, ce sont uniquement des recommandations, il n'y a pas d'interdiction particulière là-dessus, mais ce sont des recommandations. Donc voilà, pour conclure, vraiment dans les grandes lignes, ce protocole, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce protocole? Ce sont vraiment des informations. Il faut informer le public, il faut que le public puisse aller profiter des bords du Tarn en toute conscience et en bonne connaissance des choses et en bonne connaissance des risques, avec ces messages, ces grands messages qu'il faut réussir à communiquer au grand public. Donc ne pas ingérer le biofilm ou de floc, faire attention aux enfants en bas âge pour éviter le port de biofilm à la bouche,
Attention aux chiens, donc gardez les chiens en laisse ou les surveiller lorsqu'on se promène en bord de rivière. Et pour les poissons, donc évitez de consommer les poissons, prendre des précautions lorsqu'on consomme du poisson pêché dans le Tarn. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous quatre pour ces présentations. Est-ce que vous avez des questions à leur poser sur les cyanobactéries? Oui, j'aurais 2 questions, une pour chaque groupe. La première étant, on parle de développement qui se constate un petit peu partout. Est-ce que c'est lié au fait qu'on les recherche ou que les activités au bord de l'eau sont plus importantes et donc rendre les choses plus visibles? C'est la première question. La deuxième question est, s'il n'y a pas de zone de baignade, de profil de baignade sur une commune, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'information va être transmise ou pas? Concernant la première question, Oui, est-ce qu'il y en a plus parce qu'on les recherche ou certainement qu'on les voit plus maintenant parce qu'on les recherche, mais il faut quand même savoir, par exemple, si on prend le cas de la Loire, du Cher, de la Vienne, on ne faisait pas de recherche sur ces sites-là. On ne les cherchait pas parce que nous, quand on avait travaillé dans le Tarn et quand on avait vu ce qui se passait en Nouvelle-Zélande, on pensait vraiment que ces cyanobactéries, elles allaient surtout se concentrer qu'il y avait des risques plutôt dans la zone sud dans les zones sud de la France et dans des rivières à cailloux, parce que jusque-là, on n'en avait vu que là. Et on ne s'était jamais dit, on cherchait à avoir des financements pour travailler justement dans la zone sud de la France, pour voir s'il y avait des développements ailleurs. Mais à aucun moment on s'était dit ce serait bien d'aller voir dans la Loire, le Cher. On ne pensait pas du tout qu'il puisse y avoir des développements comme il y en a finalement là-bas, jusqu'en 2017 où il y a eu des mortalités de chiens. Et là, effectivement, on a commencé à travailler dessus. Donc dire que... je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on en voit maintenant parce qu'on les cherche. Certainement qu'il y en avait déjà un petit peu avant, il n'y avait pas une mortalité, donc ça n'avait pas été mis en évidence, mais je pense quand même qu'il y en a plus maintenant. Et certainement, alors par rapport à tout ce que vous a dit Jean-François tout à l'heure, par rapport aux facteurs qui peuvent favoriser ces cyanobactéries, il est clair que les changements climatiques, il l'a évoqué tout à l'heure, les étiages qui sont prolongés, qui commencent beaucoup plus tôt, qui se terminent beaucoup plus tard, sont un facteur très favorable à ces proliférations. Donc la recrudescence de ces proliférations, elle est certainement en partie au moins liée à ça. Après, pour la deuxième question, je vous laisserai. Du coup, pour la deuxième question, si j'ai bien compris, c'est de l'affichage hors zone de baignade, c'est ça? Alors effectivement, donc l'affichage est obligatoire sur zone de baignade pour avoir l'information baignade, mais si vous avez des zones où vous savez qu'il y a des accès à la rivière potentielle, effectivement, il faut également, sur la commune, si la commune est concernée et inclue dans le protocole, il faut faire cet affichage aussi, parce qu'on sait que les gens vont quand même aller à la rivière hors des zones de baignade. J'aurais une question par rapport à cette toxine. Existe-t-il une antidote? Peut-on soigner un chien qui a ingéré? Non, il n'y a pas d'antidote. C'est-à-dire il n'y a pas de molécule qui bloque la toxine. Par contre, les vétérinaires ont des protocoles qui permettent de réduire les symptômes et de permettre aux chiens quelquefois de survivre. Alors je sais qu'à une époque, ils donnaient du Valium, par exemple. Alors c'est toujours ça, voilà. Parce que c'est des neurobloqueurs, ces toxines, et on sait que le Valium peut avoir une activité par rapport à ce genre de molécules. Voilà. Mais c'est pas spécifique contre cette toxine. Moi, je vous poserai plutôt une question concernant la vitesse des courants. On dit que ces cyanobactéries trouvent un emplacement idéal à la rivière dans une zone donnée.
le fait de subir des barrages, en période touristique, on a des barrages qui sont faits par les baigneurs, on ralentit la vitesse, on fait des zones stagnantes. Est-ce qu'on peut espérer un jour que les pouvoirs publics vont prendre des décisions sur la réalisation de ces barrages? Parce que nous, ça nous inquiète en tant qu'association de pêche. Alors, les barrages, ils vont être plutôt défavorables aux cyanobactéries, parce que c'est ce que je vous ai montré, sur des vitesses de courant faibles, c'est plutôt des chlorophycées qui vont se développer, donc des grosses algues vertes filamenteuses. Et si vous regardez d'ailleurs sur les seuils du Tarn, quand vous regardez l'eau dans les seuils du Tarn, généralement c'est des grosses filamenteuses qui prolifèrent, c'est rarement des cyanobactéries. Par contre, à la sortie du barrage, ça on l'a vu, ou sur la zone de surverse sur les cailloux des barrages, là quelquefois on a de très beaux biofilms à cyanobactéries, quoi. Mais le barrage en lui-même, la zone à l'amont du barrage est plutôt défavorable. Mais les barrages, est-ce qu'ils ont une influence sur l'explosion agale, les profusions d'algues? Les algues. Alors sur les autres, algues en général, quoi. Oui, ils vont pouvoir favoriser le développement d'autres types d'algues, notamment de ces chlorophytes. Et puis ils vont avoir un impact aussi sur la température, parce qu'on sait que les eaux stagnantes vont avoir tendance à se réchauffer plus rapidement. Donc indirectement, oui, ça peut avoir des impacts comme ça. On peut espérer qu'une décision soit prise un jour sur les barrages. Oui, monsieur Humbert, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez trouvé une solution pour limiter le phosphore. Quelle était cette solution, si on peut Alors, savoir? en fait, ce n'est pas une solution, mais si vous regardez l'évolution, par exemple, des grands lacs alpins, le lac du Bourget ou le lac Léman, c'est des lacs qui, dans les années 80 du siècle dernier, avaient des concentrations en phosphore à peu près le Bourget, c'était 120 microgrammes par litre, le Léman, c'était 80. Et c'est des lacs qui actuellement sont en dessous de 15 microgrammes par litre, donc on a quasiment diminué par 10 les concentrations en phosphore. Et bien la recette, ça a été l'amélioration du traitement des eaux usées. Et la deuxième décision qui a été fondamentale, ça a été l'interdiction des phosphates dans les lessives, qui a mis très longtemps en France, mais qui s'est faite en Suisse bien avant d'ailleurs. Et donc c'est essentiellement les deux mesures qui ont permis de réduire les phosphores. Et maintenant, sur le lac du Bourget, par exemple, ils sont parvenus très rapidement à descendre de 120 à 30-40. Et après, il y a eu une espèce de plat, c'est-à-dire qu'il y avait quand même du phosphore résiduel, parce qu'il y a les bypass, les stations qui surversent pendant les orages qui envoyaient du phosphore, parce qu'il y a des pollutions aussi diffuses liées à l'agriculture. Dans certaines régions, maintenant, le phosphore, il n'est plus d'origine domestique, il est d'origine agricole. Et ça a demandé, là, des solutions beaucoup plus complexes. Et par exemple, sur le lac du Bourget, donc ils avaient déterminé qu'en fait, 80% du stock de phosphore arrivait en 10 crues pendant l'année. Et le reste du temps, rien. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils détournent les crues maintenant sur une plaine d'inondation pour que ça sédimente avant de relâcher l'eau dans le lac du Bourget. Donc vous voyez, ça peut aller sur des solutions hyper complexes. Ce que j'avais oublié aussi pour le Bourget, la première mesure qui a été prise, qui n'était vraiment pas écologique, c'est qu'une source essentielle du phosphore, c'était la station d'épuration de la ville de Chambéry. Et en fait, la sortie de la station de Chambéry, qui allait dans une rivière qui alimentait le lac, a été détournée. Ils ont creusé un tunnel sous une montagne pour aller déverser leur phosphore dans le Rhône. Et ça a été la première mesure efficace qui a été prise. Une question subsidiaire. L'azote est essentiellement mené souvent par les nitrates. Est-ce que vous avez une solution également pour diminuer les nitrates? L'azote, on sait que là cette fois-ci, autant le phosphore était associé aux pollutions domestiques, autant l'azote a toujours été associé aux pollutions diffuses et notamment aux pollutions agricoles. Et là, clairement, quand il y a eu des progrès qui ont été faits, les progrès ont été faits soit dans les pratiques d'épandage, c'est-à-dire l'utilisation des fumiers naturels, soit dans les pratiques d'utilisation des engrais artificiels azotés, et avec une utilisation plus raisonnée et dans les bonnes périodes de ces engrais azotés, plus des mesures qui étaient destinées à freiner
les écoulements d'azote par des rivières, donc tout ce qui a été mis en place en termes de bandes enherbées ou même de remise dans certaines régions, par exemple en Beauce ou en Brie, de collecte par exemple des eaux de drainage pour les emmener dans des lagunes artificielles où les processus microbiens ont une activité qui permet de réduire la charge en azote. Donc oui, c'est ce genre de solution. Mais il faut avoir conscience qu'au niveau de la France et de l'Europe, une des rares bonnes nouvelles qu'on a en environnement, c'est que le phosphore a baissé partout, en France, en Europe, en Amérique du Nord, et vraiment très significativement, aussi bien dans les rivières que dans les lacs. Par contre, la moins bonne nouvelle, enfin les deux moins bonnes nouvelles, c'est que pour l'azote, on n'a pas pris du tout ce chemin, c'est-à-dire que ça diminue, mais beaucoup moins vite que le phosphore, et on voit bien que c'est beaucoup plus difficile de lutter contre ces pollutions diffuses d'origine agricole. Et puis la deuxième mauvaise nouvelle, qui concerne aussi bien le phosphore et l'azote, ce sont les changements climatiques, parce qu'on a évoqué ce matin les événements de précipitation extrêmes, et là on commence à avoir de plus en plus de documentation qui montre que ces événements de grosses pluies qui font des gros lessivages sur les sols amènent des stocks de nutriments considérables, et quelquefois, comme en Amérique du Nord ça a été montré, peuvent même aller jusqu'à contrecarrer tout ce qui avait été fait jusqu'à maintenant. Par exemple, le lac Erie, en Amérique du Nord, avait été restauré, connaît de nouveau des proliférations de cyanobactéries à cause de la pluviométrie printanière qui est très très forte et qui lessive les sols. Donc vous voyez qu'on a un double challenge maintenant avec ces changements climatiques. Merci, on va prendre juste une dernière question parce que malheureusement il faut qu'on avance dans notre programme. Juste concernant les toxines, je voulais savoir si il y a une recherche au niveau de l'eau potable. Est-ce qu'il y a une recherche des toxines dans l'eau potable? Alors jusque-là, pour les eaux potables, il y avait, alors là ce ne sont pas des recommandations, ce sont des obligations. Des obligations liées aux toxines, c'est-à-dire qu'il y a une recherche de toxines qui est faite, et au-delà d'un certain seuil, c'est la distribution de l'eau potable est interdite. Donc jusqu'à ces dernières recommandations justement publiées par la Direction générale de la santé, seules les microcystines étaient concernées. Maintenant sont concernées les microcystines, les cylindrospermopsines, l'anatoxine et les saxitoxines. Donc vous avez 4 familles de toxines maintenant qui sont concernées. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même que en termes de traitement des eaux dans les stations de production d'eau potable, on est tout à fait capable d'éliminer ces toxines. On sait, en tout cas dans nos pays du Nord, on a les moyens de le faire correctement. Oui, c'était plus faire le lien entre ce qui a été dit sur le phosphore à travers votre question, madame, et les réponses par rapport à ce matin où on a parlé d'assainissement du bassin versant, en matière d'assainissement domestique. Je n'avais pas développé ma dernière diapo où je parlais notamment de l'efficacité des systèmes d'assainissement sur l'azote et le phosphore. Donc on a des bons niveaux de déphosphatation sur la plupart des stations de ces bassins versants. On est capable de faire plus. La question qu'on se pose après, effectivement, et qui fait le lien aussi avec la question qu'il y avait eu au moment de l'exposé, c'est que quand on revoit les objectifs d'épuration de certains systèmes d'assainissement, on s'aperçoit qu'on pourrait aller plus loin. Techniquement, on sait le faire. Il y a des coûts de réactifs, notamment. Mais quand j'entends qu'on est prêt à mettre du sulfate ferrique dans les rivières, je me dis que tout doit devenir possible, du coup. Mais là, nous, on les met sur les stations pour retenir à la source le phosphore, donc on est capable de le faire techniquement. Par contre, on s'aperçoit quand on fait le calcul que cette part de rendement supplémentaire d'abattement du phosphore devient presque marginale par rapport aux intrants naturels sur nos bassins versants, et on le connaît sur le temps, avec des accumulations foliaires, notamment les années où on a peu de crues, où on a des portions de rivières, on a des accumulations de feuilles en décomposition très importantes, et on s'aperçoit quand on fait un calcul, je le reconnais très sommaire, qui n'est pas toujours d'une très grande précision, parce qu'on n'a pas tous les outils pour le faire. Et quand on prend des gros ratios, on s'aperçoit que ça ne vaut peut-être pas le coup d'aller s'énerver sur quelques milligrammes par litre
sur les stations d'épuration, si à côté de ça, tous les automnes, on a une livraison dans la rivière de quantité importante de phosphore naturel, on peut dire naturel entre guillemets, si cette notion-là est acceptable. Donc c'était pour dire qu'on peut faire mieux. Je reprends le témoignage sur la réglementation qui avait réglementé les niveaux de phosphore, de phosphate dans les lessives. Ce qu'on a constaté, nous, pour le dire, dans les mesures depuis 2 ans, c'est qu'on a une remontée du phosphore en entrée de station d'épuration en concentration, qui est difficile à interpréter. On sait qu'on a un peu quand même un peu abusé des produits lessiviels, tout à fait logiquement, avec ce qui nous est tombé par la figure. Je ne vais pas employer le terme qui est employé à plusieurs reprises. Mais nous, on constate qu'on a une remontée des concentrations de phosphore et on avait bien enregistré une baisse de 30 à 40% du phosphore en entrée de système d'assainissement. On a bien retrouvé ces niveaux-là parce qu'effectivement, c'est quand même le plus efficace de ne pas avoir trop de matière à traiter en entrée des systèmes. Voilà. Excusez-moi, mais je souhaitais préciser comme ça. Merci à vous tous pour cette présentation.